Bon, bah, coucou tout le monde. Du coup, alors oui, normalement, on est à peu près plus d'une centaine, mais je pense pas que toutes les personnes viendront à chaque fois à chaque call. Parce que enfin, quand vous inscrivez pour, enfin, vous venez au call que vous voulez, quoi. Donc, du coup, est-ce que tout le monde avait pris connaissance des consignes ou est-ce qu'il faut que je les rappelle? Un petit rappel, s'il te plaît. Ok. Alors, ce que je vous demande, c'est de mettre sur la grille de correction et sur vos copies vos numéros d'anonymat. Pour les copies, si vous pouvez écrire sur des feuilles blanches, ça serait vachement arrangeant et n'oubliez pas les numéroter. Et sinon, bah, de répondre sur la grille de QCM, bien entendu. Et après, il faudra tout m'envoyer par mail quand je vous dirai que ce sera la fin du temps imparti et qu'on fera la pause avant la correction. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ça dure combien de temps déjà? C'est prévu pour 1 heure. Ok. Il y a un cas clinique et 12 QCM du coup. Les sujets sont sur Discord. Bah, je ne vous les ai pas encore donnés. Je vais vous donner le lien tout de suite, vous n'en faites pas. Donc, je vais vous rajouter 5 minutes au temps normal pour que vous ayez le temps de les imprimer pour ceux qui veulent. Et le mail, je vous le donne. Pour le mail, c'est le mail, c'en a un autre pour l'école, je vous le donnerai à la fin de l'épreuve, vous n'en faites pas. Est-ce qu'il y aura une correction écrite ou pas? Oui, correction écrite et je donnerai même le barème qui va avec. Comme Ouais, ça, si jamais vous voulez le refaire ou qu'un jour vous n'êtes pas dispo, bah, vous pourrez quand même vous auto-évaluer. Du coup, désolée, j'étais pas là au début. Le sujet, on le trouve. Bah, le sujet, je ne l'ai pas encore donné. Donc du coup, si tout le monde est OK, on va pouvoir lancer. Donc, attendez, je mets le compte à rebours. Donc du coup, comme j'ai dit, ce sera 1 heure et 5 minutes pour laisser le temps aux personnes qui impriment d'imprimer. Et à la fin de l'épreuve, du coup, je vous demanderai de tout m'envoyer. Donc du coup, je viens de vous mettre le lien dans la discussion et je vous le mets aussi sur le drive. Et je lance le chrono, donc bon courage. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre plutôt par écrit pour déranger personne. Ah ah, il n'y a pas de honte, hein, très franchement. Je me moquerai pas en lisant vos copies, vous en faites pas. Je suis pas méchante à ce point-là.
Bon, globalement, comment est-ce que vous l'avez trouvé, le cas clinique et les QCM? Qu'est-ce qui était dur, QCM ou plus le cas clinique? Les QCM étaient durs. Alors, le cas clinique était étrange. En effet, il n'est jamais tombé en anal. C'était la rubéole. Et c'était fait pour, du coup. Et sinon, les QCM, pour ceux qui les ont trouvés durs, il faut savoir que c'était uniquement des QCM d'anal, donc ils sont déjà tombés au concours en dehors du tout dernier QCM que j'ai inventé. Et oui, il y avait beaucoup de QCM de pharmaco, du coup. Ils étaient, de toute façon, les QCM étaient ciblés néphrocardiologie. Et bah, le jour du concours, en néphrocardiologie, il y a quand même pas mal de QCM soit de physio, soit de pharmaco. L'an dernier, il y a eu 15 QCM de pharmaco tombés. Et dans les annales, en règle générale, je vais te dire ça. Pharmacologie, en tout, dans la base de données, donc c'est-à-dire les 31 années, il y a 554 QCM de pharmaco. Donc c'est pour dire que c'est un très gros thème. Et le plus gros thème qui est aussi beaucoup tombé, ça a été l'infectiologie, où il y a 568 QCM. Bon, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par les QCM, parce que c'est le plus simple. Du coup, qui veut commencer pour la... MC, t'as pas reçu le numéro d'anonymat? Bah, envoie-moi quand même ta copie. Alors, envoie-moi quand même ta copie et à ce moment-là, je te créerai le numéro d'anonymat. Si jamais tu l'as pas reçu, c'est pas grave. En fait, c'est surtout pour le classement le numéro d'anonymat plus que pour autre chose. Donc du coup, pour les QCM, qui veut commencer? QCM 1, c'était quoi les bonnes réponses? La C, oui, je suis assez d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait expliquer pourquoi la C est correcte? N'hésitez pas à prendre la parole au micro aussi, hein, c'est vivement conseillé. Oui, je peux projeter les QCM. 2 secondes. Alors, isovolume, donc le volume ne bouge pas, donc les deux valvules sont fermées, c'est tout à fait exact. Donc une contraction isovolumique, c'est une contraction sans changement de volume. Donc ça correspond au niveau de l'ECG à l'onde QRS. Comment ça, tu vois une fiche shot? Ah, pardon. C'est mieux comme ça. Du coup, je disais oui. Donc du coup, à ce moment-là, les deux valves sont fermées, celle auriculo-ventriculaire et celle aortique. Du coup, QCM2, laquelle était exacte? La B. Ouais, c'est ça. Alors, quelqu'un peut me dire pourquoi? Enfin, du coup, pourquoi c'était la réponse inexacte? C'est parce que c'est au niveau du tubule contourné proximal, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, il faut savoir que le canal collecteur du tubule rénal, c'est l'ajustement d'élimination du Na et K+. Donc, vous en faites pas, hein, dans la correction que je vous ai mis aussi les réponses détaillées pour les QCM. Du coup, QCM3, laquelle était exacte? Oui, c'était là. Donc, c'était l'azote organique qui est éliminé par l'organisme sous différentes formes. Celle qui est à la forme prépondérante, c'est l'urée. Il faut faire attention parce que la créatinine, c'est des micromoles, alors que l'urée, on est en millimoles.
C'était le seul petit piège. Donc surtout, vous m'arrêtez si jamais vous ne comprenez pas quelque chose. Hein. Pour le QCM4, réponse exacte. Pas la A et la E. Ouais, donc il fallait faire bien gaffe que c'était les réponses fausses hein, qui étaient demandées. Alors c'est BDE, en effet. Donc il faut... Pourquoi? Donc oui, c'est bien une hypercalcémie que ça provoque, je suis d'accord. Est-ce qu'on le donne en cas de grossesse? Non, c'est contre-indiqué. Ouais. Et elle a une activité hyperuricémiante. Donc c'est vrai que le furosémide ou tous les diurétiques thiazidiques, ils aiment bien ce genre de QCM. Je crois que sur l'année 2021, un QCM est plus ou moins tombé de façon identique. Alors pourquoi c'est si pendant la grossesse? J'en ai strictement aucune idée. Il faudra aller regarder sur le CRAT. C'est pas parce que ça provoque une hypovolémie? Peut-être. Ouais, puis ça touche aussi à tout le côté métabolisme, donc c'est pas top top. Hein. Si tu veux, Candice, je me renseignerai et je vous donnerai la réponse. Donc du coup, QCM5. Alors, ABDE, je suis d'accord. En fait, c'est tout ce qui est les antihypertenseurs centraux ne sont pas contre-indiqués en cas d'hypertension gravidique. Au contraire, c'est ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc ceux-là, les QCM qui tombent sur cette classe pharmacologique des antihypertenseurs centraux, ils tournent beaucoup au niveau des agonistes, des récepteurs. Est-ce que c'est de l'alpha 1, l'alpha 2, et aussi au niveau des effets indésirables. Il faut vraiment les connaître par cœur parce que ce type de QCM tombe tout le temps dessus. Donc les bonnes réponses étaient A, B, D, E. Pour le QCM6 du coup. Alors ABD, je ne suis pas d'accord, CD non plus. ACD non plus, c'est AD, oui. Alors du coup, la B est fausse parce que elle dépend en fait de la pression au niveau de la filtration et de la diffusion. La C est fausse parce que c'est toutes les molécules inférieures à 5000 Dalton. Et la E du coup est fausse parce que la filtration glomérulaire dépend du débit cardiaque, dont de la pression artérielle. Et du coup, elle va dépendre, comme la pression artérielle peut modifier, ça va entraîner une modification du débit cardiaque. Ça, je vous conseille pour la partie physiologie, néphro, le Quen, qui est vraiment pas mal. Ils ont pas mal de schémas en plus pour bien expliquer les différentes pressions qui interviennent à quel moment. Je trouve ça plus clair que juste du texte. Si jamais ça peut en aider quelqu'un. Enfin, certains. Le Quen, c'est le collège universitaire en néphrologie. Vous trouvez, en plus, le PDF est entièrement gratuit sur Internet. Vous pouvez le consulter, même l'imprimer. Et ils l'ont mis tout en couleur avec les schémas. Franchement, c'est hyper pratique pour toute la néphrologie. Je l'avais beaucoup utilisé parce que c'est hyper clair. Et du coup, la C vous pose problème. Là, c'était la filtration glomérulaire part sur des substances dont le poids moléculaire est inférieur à
700 000 Dalton, très clairement c'est faux parce que c'est vraiment inférieur à 5000 Dalton. Donc on a vraiment un très très gros écart, hein. Donc la 6, c'est bien A et D. Pour le QCM7, ACD, je suis totalement d'accord. Pourquoi la B et la E sont fausses? B, c'est bien une augmentation des alpha-2 globulines plasmatiques, je suis d'accord. Et pour la E, du coup, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est une épronatriurie, je suis aussi tout à fait d'accord parce qu'en fait, il y a un verrouillage de la natriurèse. Donc ça veut dire qu'on est souvent inférieur à 20 millimoles par litre, si je dis pas trop de bêtises. Et donc du coup, on a une hyponatriurie et non une hyper. QCM8. Donc du coup, les réponses exactes, c'était ACD pour la 7. Pour la 8, réponse exacte ABE, je suis totalement d'accord. Alors si certains ont passé le concours l'an dernier, vous avez dû reconnaître le QCM, puisqu'il sortait de l'année 2021, celui-ci. Donc, Escherichia coli, tout le monde la connaît. En effet, c'est the bactérie des infections urinaires. Pseudomonas aeruginosa aussi. Et en plus, on la retrouve beaucoup dans les infections nosocomiales. Et il ne faut pas oublier que Mycobacterium tuberculosis peuvent aussi donner des infections urogénitales. Et donc, par conséquent, des infections urinaires. Après, avec les chlamydia, c'est surtout des IST que ça donne. Et le Streptococcus pyogenes, on n'est pas du tout sur ce type d'infection. Donc, du coup, les bonnes réponses de la 8, c'était A, B et E. Du coup, QCM9. B, non. Il n'y a que la E, je suis d'accord. Donc pourquoi est-ce que les autres sont fausses? Sachant qu'il n'y a que la réponse E d'exact. C'est la structure des stéroïdes. Pour la A, je suis totalement d'accord. C'est un diurétique qui n'est pas épargneur de calcium. Ça, il ne faut pas les confondre. Les diurétiques épargneurs de calcium, c'est tout ce qui est spironolactone. Et D, ça agit. Pour la B, je vais vous retrouver le schéma, vous allez comprendre. Et pour la D, c'est bien la branche ascendante d'Henle surtout, et pas la branche descendante. Alors pour la B, 2 secondes, je vous retrouve juste le petit schéma. Et je l'inclurai dans la correction, ce sera plus simple. Donc en effet, elle n'est pas n substituée. Alors comment je peux vous la partager? Voilà à peu près à quoi correspond le furosémide. Donc là, vous voyez bien que le sulfamide, il n'est pas n substitué. Donc du coup, il n'y avait que la E qui était vraie. Et les épargneurs de calcium, ils n'entraînent pas des hypocalémies, ils entraînent des hypercalémies.
C'est pour ça du coup que le furosémide n'en fait pas partie. Donc du coup, la bonne réponse, c'était la E pour QCM10. C'est quoi les bonnes réponses? Tout. Non. B et E, je suis d'accord. Alors, il n'y a que la B et la E de vrai. Pourquoi les autres sont fausses? Pour la D, c'est parce que c'est indiqué dans la prévention de la crise d'Angor, mais pas directement pendant la crise, vu que le délai d'action est retardé. Oui, c'est ça. Donc c'est de la prophylaxie et pas du curatif. Pour la D, je suis d'accord. Du coup, pourquoi la A et la C sont fausses? Il n'y a pas de tolérance, en effet. Contrairement aux esters nitriques où là, il y a une tolérance. Et donc, du coup, là, par extension, est fausse parce que c'est un cide nonymine et pas un ester nitrique comme l'est la trinitrine. Donc ça, faites bien attention à bien connaître vos classes pharmacologiques et les sous-classes dans lesquelles sont rangés après les médicaments. Donc du coup, les bonnes réponses étaient la B et la E pour le QCM10. Du coup, QCM11, c'était quoi les réponses exactes? A, B, C, E, je suis totalement d'accord. Pourquoi la D est fausse? Ouais, c'est l'inverse. En fait, en effet indésirable, ça provoque une dépression, donc du coup, ça n'a pas d'effet antidépresseur. Donc ça, ils s'amusent tout le temps à piéger sur les antihypertenseurs centraux, à mettre ce type de piège-là sur les antidépresseurs. Et donc du coup, les bonnes réponses étaient A, B, C et E pour le QCM11. Et pour le QCM12, c'était quoi les bonnes réponses? B, C, D, E, je suis d'accord. Donc pour la A, les IEC, ça provoque en fait des insuffisances rénales aiguës fonctionnelles et non organiques. Les aminosiques provoquent bien des atteintes organiques tubulaires et ça vraiment c'est à connaître par cœur. Donc la toxicité du cisplatine est bien dosépendante et c'est d'ailleurs le plus néphrotoxique des platines. Ça pareil, c'est à connaître par cœur. Les atteintes interstitielles sont les plus souvent dues à des mécanismes immunologiques. Oui, il faut savoir qu'en plus, il y a à peu près 70 médicaments qui sont responsables de ce type d'atteinte. Et eux, le plomb et le mercure sont néphrotoxiques et en plus, ils donnent la même atteinte, c'est-à-dire une néphrite interstitielle chronique. Donc pour certains qui se posent la question où est-ce qu'on peut savoir tout ça, c'est le cours de toxicologie systémique rénale. Donc du coup, les bonnes réponses étaient B, C, D et la E. Est-ce que vous avez des questions par rapport au QCM? Donc du coup, c'est aucune question. Si ça vous tente, on passe sur le cas clinique. Alors, il faudra avoir combien sur 24? Alors, il faut savoir que le jour du concours, il faut viser le fois... Enfin, tout dépend du classement que tu veux. Pour être dans le top 100, ce qu'on conseille souvent, c'était de viser le 80 sur 120. Donc là, sur 24, déjà, si tu as 15, ce sera pas mal. 15-16. Après, dites-vous que le jour du concours, c'est pas des QCM spécifiquement
ciblé pharmacologie, c'est des QCM mixés, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, l'an dernier, donc en 2021, donc la pharmacologie, ça représentait à peu près 15 QCM. L'infectiologie, c'était 15 QCM aussi. Mais attendez, je suis en train de regarder le... il y avait pas mal de QCM de génétique, par contre, par rapport aux autres années. Il y avait aussi 9 QCM à peu près en hémato-oncologie, 7 en tox, 7 qui touchaient les exercices et 4 en immunologie. Donc c'est quand même assez varié. Mais il faut savoir qu'au concours, principalement, ça tombera sur la pharmaco et de l'infectio. Donc il faut être vraiment au taquet sur ces items-là. Sur ePharma, parce qu'en fait, on a les informations de savoir par rapport aux tags généraux combien il y a eu de QCM par année. Donc du coup, on va passer sur le dossier. Donc le dossier, pour éviter trop d'attentes, c'était bien la rubéole. Alors à la santé publique, il y a eu un QCM l'an dernier, et si elle tombe systématiquement, c'est toujours 2 QCM grand maximum. Il ne faut pas vous attendre à ce qu'il y en ait 10, par exemple. Pareil pour la galénique. Et les classements, vous les aurez quand j'aurai fini de corriger les copies, donc normalement d'ici dimanche prochain. Dans tous les cas, je mettrai un message Discord, vous en faites pas. Donc du coup, pour le cas clinique. Donc dans l'énoncé, ce qu'il fallait bien suivre, c'est que c'était une dame qui venait juste d'apprendre apparemment sa grossesse et qui voudrait en savoir plus sur la marche à suivre et tout le suivi. Alors, si on fait hors sujet, mais que tout ce qu'on met est bon, on a quand même des points. Si tu fais hors sujet, c'est-à-dire si par exemple tu n'as pas trouvé la bonne infection, enfin le bon diagnostic, non, du coup, tu gagneras pas de points, comme pour le jour du concours. Si jamais, par exemple, on te demande quel est le diagnostic et que tu te plantes, bah, du coup, tu n'as pas les points. Donc, du coup, je reprends. C'était une dame. Tout ce qu'il fallait surtout retenir, c'était qu'elle était à 12 semaines d'aménorrhée, donc au tout début de sa grossesse. Et donc, du coup, quand vous lisez le sujet pour la première fois, vous êtes censé aussi lire les questions avec. Donc, la question numéro 1, elle n'a pas spécialement de rapport avec le cas, donc elle ne nous intéresse pas plus que ça. Au niveau de la 2, on a quand même un très gros, une bonne clinique. Donc ça, il fallait relever tous les points cliniques qu'il y avait dessus. Et on nous donnait aussi quelques pistes étiologiques. Bon, la question 3, elle nous apportait pas plus d'informations. La question 4 pouvait peut-être nous en apporter. De se dire, conséquences fétales, point d'interrogation, peut-être. Donc ça pouvait orienter sur le type d'affection possible. Et surtout, là, c'était la question 5 qui vous orientait le plus, parce qu'on vous parlait du schéma vaccinal. Et parmi tout ce qui pouvait être possible avec les données que je vous donnais dans l'énoncé, dans les questions, il n'y en avait qu'un seul, c'était la rubéole. Donc du coup, question 1, quels examens biologiques sont réalisés dans le cadre du suivi de grossesse et à quel moment? Qui veut se lancer? N'hésitez pas à vous lancer, même si c'est pour donner que quelques pistes. Moi, j'avais séparé ma réponse en 3 parties, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Ouais. Et du coup, j'avais en premier, j'ai mis les gros blancs au début, et j'avais placé au niveau infectio. J'avais mis en premier trimestre le dépistage rubéole, toxoplasmose, syphilis obligatoire. Ouais, je suis d'accord avec toi. VIH proposé. Ouais. Après, pour le deuxième trimestre, il n'y en avait pas pour moi. Et pour le troisième trimestre, j'avais mis HBV et Streptococcus agalactiae. Oui, c'est ça. Et du coup, l'HBV, pour toi, il est obligatoire ou pas? Il me semble qu'il est obligatoire. Oui, c'est ça. Ouais. Et le streptocoque, du coup, il est obligatoire ou il est juste... J'avais mis obligatoire les deux, ouais. Mais strepto, je suis pas sûre. Alors, le strepto n'est pas obligatoire, par contre, il est systématiquement proposé, comme pour le VIH. Ouais, ok. Alors, est-ce que du coup, tu avais mis d'autres choses dans ta réponse ou est-ce que tu t'étais arrêté ici?
Non, j'avais mis après, du coup, au premier trimestre, deuxième, troisième, j'avais mis glycémie pour le diabète gestationnel, Ouais, la tension pour voir une hypertension artérielle gravidique. Et après, j'avais mis une échographie, bilan lipidique, bandelette urinaire et NFS. ok. Et NFS, je suis pas super sûre non plus. Bah, je suis pas sûre qu'on puisse retrouver, enfin, qu'il y ait grand-chose qui nous intéresse dessus. Ouais, voilà. De toute façon, dans tous les cas, on lui fera quand même une prise de sang à la femme. Donc les échographies, est-ce que enfin, est-ce que tu détailles ou pas? J'ai mis échographie de l'embryon. Voilà. Ok. Alors, est-ce que vous parlez de la bêta-HCG ou pas? Pas du tout. Parce que de toute façon, elle a fait une prise de sang et le test de grossesse est positif. Donc, de toute façon, la bêta-HCG, on la suit pas hein, quasiment pendant la grossesse. L'échographie, c'est un diagnostic biologique, non? De quoi? L'échographie, c'est pas un diagnostic biologique. L'échographie, c'est pas un diagnostic biologique. Je suis bien d'accord. Ouais, mais je me suis dit c'était dommage de louper le mot-clé si jamais il l'attendait. Ouais. Alors, par contre, il faut savoir que ça aurait peut-être un mot-clé de la grille principale, mais ça aurait pu être, par exemple, un point bonus. Donc, en soi, tu n'as pas eu le tort de le mettre tant que ça t'a pas pénalisé sur le reste de ta réponse. C'est-à-dire que t'as pas manqué de temps après pour répondre aux autres questions. Alors, du coup. Alors, du coup, attention, c'est pas un examen biologique, c'est de la clinique paraclinique aussi. Mais pareil, si jamais vous aviez le temps de la mettre sans que ça vous pénalise sur le reste, il faut pas hésiter. Mais juste, si jamais, il fallait bien mettre examen biologique et après séparer au pire les examens cliniques et paracliniques. Histoire que vous montriez au correcteur que vous êtes conscient que c'est pas de la biologie. Il y a le CBU aussi. Ouais, c'est les bandelettes urinaires. Ça peut être aussi le CBU. Je suis assez d'accord. Alors, est-ce qu'on fait un test de Combs pour les anticorps irréguliers? Non, à part s'il y a une suspicion de maladie hémolytique du nouveau-né ou des antécédents. Donc, c'est pas un suivi classique. Dépistage de la trisomie 21 au premier trimestre. En fait, le dépistage biologique, ouais, c'est via le sang de la mère. Alors, souvent, on fait le dépistage quand on a une première. Comme je vous avais dit à la conférence de génétique, c'est quand on a une suspicion de trisomie 21 qu'on commence à faire le dépistage, donc on l'aurait vu aux échographies. Du coup, à la question, est-ce qu'il faut détailler genre la clarté nuquelle? Alors ici, très clairement, ce n'était pas la question, parce qu'on était vraiment ciblé examen biologique. Par contre, il fallait super bien détailler la première partie, donc dépistage de la rubéole, syphilis, toxo, du VIH, de l'HBV et du streptococcus du groupe B. Et le CBU, en effet, c'est bien s'il y a suspicion urinaire, enfin suspicion d'infection urinaire. Et Après, pareil, comme je savais, désolée, oui, mais non, vas-y. comme je savais pas où mettre la caractérisation du virus de la rubéole, vu que c'était le principal suspect, j'avais détaillé j'avais dit que c'était un virus ARN, etc. Alors ça, c'est un très bon réflexe. Par contre, ça se met quand il n'y a pas du tout de questions dessus. Ça se met toujours dans la partie diagnostic. D'accord, ok. Dans la partie diagnostic, quand tu n'as qu'on te pose aucune question dans le cas pour bactéries, virus, parasites et tout ce qui est mycologie, toujours donner tout ce qui est taxonomie et les caractéristiques au moment du diag. Et pareil, quand on parlait de dépistage, du coup, on caractérise pas parce qu'on n'avait pas le temps, là, Steve. Non, alors vous verrez dans la correction détaillée que je vous ai mis, par exemple, pour la toxo, je mettais que si le résultat était négatif, on faisait une sérologie mensuelle, plus dernier contrôle après l'accouchement. Ouais. Par exemple, pour HBV, je disais qu'on détectait l'antigène HBS, mais je ne suis pas allée dans le détail, de toute façon, sinon vous n'aurez jamais eu le temps de terminer le cas. Hein. Ouais, voilà, ok, merci. Ceux qui l'ont fait, c'est très bien. Sachez que je compte des points bonus, comme si on était le jour du concours, mais si certains ne l'ont pas fait dans le détail, c'est pas un drame. Donc du coup, question numéro 2. Donc c'est bien la rubéole, je suis d'accord. Du coup, face à cette question, dans votre tête, quelle est la façon de procéder? Comment est-ce que vous avez argumenté? Comment est-ce que vous avez détaillé? Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, comme je disais, les examens sont globalement normaux. Et dans quel cas, par exemple, on fait
Dépistage de la rubéole. À quel moment surtout? Parce que premier trimestre, c'est assez vague, hein. Avant la 20e semaine, ouais. En fait, on surveille si jamais son dépistage était négatif, il fallait faire une surveillance mensuelle jusqu'à la 20e semaine d'aménorrhée. Donc très clairement, là, on vous dit que la patiente vient à sa 12e semaine, qu'après, elle n'a plus aucun suivi. Non, non, c'est pas 20e semaine. Je sais pas combien ça correspond, peut-être 6 mois, ouais. En fait, ça, les dépistages, la première question, en fait, ça s'est rapporté à l'item infection de la grossesse. Et c'est vraiment ce qu'il y a à savoir le plus, c'est vraiment les dépistages, quand est-ce qu'on les fait, si jamais c'est négatif, jusqu'à quand est-ce qu'on fait une surveillance, et si jamais ça se positif, quelle est la démarche à suivre. Normalement, si son dépistage était négatif, c'est vraiment une surveillance mensuelle, donc c'est vraiment tous les mois, elle doit refaire les prises de sang pour pouvoir regarder les IgG et IgM, ouais. Alors après, en pratique, est-ce que toutes les femmes enceintes font réellement bien le suivi? J'en sais rien, mais normalement, ça, c'est la théorie. Oui, la toxo, c'est pareil, c'est aussi une sérologie mensuelle si jamais le résultat était négatif, plus un dernier contrôle après l'accouchement. C'est une surveillance jusqu'à la 20e semaine d'aménorrhée. Donc du coup, ici, pour ceux qui avaient trouvé, ou même si ceux qui se sont trompés, comment est-ce que vous organiserez votre réponse? Moi, j'ai mis, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut rédiger, mais genre j'ai fait argument clinique, argument biologique, argument épidémiologique, et après j'ai mis une petite conclusion avec des diagnostics différentiels auxquels j'avais pensé. Ouais, mais c'est pas mal du tout. Bah, du coup, je t'écoute. J'ai juste repris ce qu'il avait écrit. Donc, argument clinique, j'avais mis ce qui était une hyperthermie modérée depuis 3 jours, l'exanthème non purulent, l'adénopathie cervicale douloureuse. En argument biologique, j'avais mis que les examens étaient normaux, mais qu'après, on n'avait pas d'indication sur le statut sérologique, vaccinal et tout de Madame T, je crois. Ouais. J'avais remis absence d'immunisation contre Toxoplasma gondii. Et après, dans tout ce qui est épidémio, j'ai dit qu'il y avait eu un contact avec un cas présumé de varicelle de 2 semaines, parce que ça pouvait donner un indice sur pour tout ce qui est chronologie, période d'incubation, et consommation de charcuterie. Voilà. Alors, du coup, est-ce que la consommation de charcuterie, il fallait la mettre ici? Est-ce que c'est un argument épidémio ou étiologique à l'infection de la rubéole? Non. Non. C'est dans le diagnostic différentiel qu'il fallait le mettre du coup. Ah ouais. Parce que du coup, en diagnostic différentiel, j'avais parlé de la listériose. Ouais. Parce que j'ai mis que devant toute fièvre, je crois que c'est quand il n'y a pas d'autres symptômes associés et tout, jusqu'à preuve du contraire, c'est une listériose. Mais comme là, il y a quand même d'autres symptômes. Enfin, voilà. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, est-ce que tu as mis autre chose? J'avais mis la toxoplasmose. Ouais. Et après, j'avais plus d'idées. Donc, j'ai mis rubéole, mais en diagnostic. Ok. Donc après, en diagnostic différentiel, il y a beaucoup de virus qui sont responsables d'exanthèmes, comme je vois HIV, le CMV, le BV, les adénovirus. Donc ça aurait pu. Là, en fait, le diagnostic différentiel, c'est vraiment un peu tout ce que ça aurait pu être aussi. Donc ça aurait pu être ça, ça donne des exanthèmes. Et en biologie, tu m'as dit parce qu'il y avait les examens étaient globalement normaux. Est-ce que des gens voudraient rajouter d'autres choses? Alors, je suis d'accord, toute éruption chez la femme enceinte évoque une rubéole jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est vraiment la chose à retenir peut-être du cours sur la rubéole.
C'est un très bon réflexe. Donc, je suis d'accord. Oui, un rapport entre la charcuterie et la toxo. Je sais plus trop. La listériose, ça, je suis sûre. Pour le reste, je sais plus trop. C'est viande pas cuite. Après, la charcuterie, normalement, elle est cuite. Donc, Bah, pareil, l'hystéria, j'avais mis le gramme positif, bacille, etc. pour la listeria, parce que Ouais. tu l'avais donné comme diagnostic, c'est ça? Bah, diagnostic différentiel, mais je l'avais mis au cas où parce que j'avais du temps. Ok. En soi, pourquoi pas. C'est pas une faute. Pour la toxo, soit ça ne donnait pas d'éruption. Ouais, la toxose donne pas d'éruption. Donc, est-ce qu'on mettait quand même dans le diagnostic différentiel? Oui, parce que ça peut être une possibilité. Tu sais, ça se trouve, son éruption, son exanthème est peut-être dû à autre chose, une allergie. Ok. Oui, et la toxo est majoritairement asymptomatique en plus. Mais bon, on peut quand même la noter. Est-ce que des gens ont des choses à rajouter? Est-ce que vous avez rajouté d'autres choses en plus? Aucun suivi médical depuis la dernière fois, je suis d'accord, ça peut être un argument. Enfin, en tout cas, c'est à noter. Et oui, je suis d'accord, il aurait fallu donner les caractéristiques de ce petit virus. Alors du coup, est-ce que tu peux me les dire? Alors, ARN, virus ARN icosaédrique, ouais, je suis d'accord, qui est enveloppé, je suis d'accord aussi. Et la taxonomie, ah, il a changé de famille en 2021. Rubella virus, c'est son nom latin. Parce que moi, dans la famille, famille et genre, j'avais Toga viridae et Rubivirus. Bah du coup, nickel, je changerai ma correction. Donc le genre, c'est toujours le Rubivirus ou ça a aussi changé? Bah nickel. Du coup, globalement, j'avais pas grand-chose de plus. J'ai pas rajouté grand-chose de plus dans ma correction. Désolée, j'ai pas suivi. Du coup, c'est pas Toga viridé, c'est ça? Bah apparemment, la famille a changé en 2021. Donc maintenant, ce serait la Matona viridae. Ok, merci. Pourtant, le sujet est assez clair parce que, comme l'a dit quelqu'un, devant tout exanthème, la rubéole est le diagnostic jusqu'à preuve du contraire. Et deuxièmement, à ce que je sache, chez la toxo, il n'y a pas de schéma vaccinal. Et oui, oui, assez d'accord aussi. En effet, le fait qu'il y ait une éruption que sur le visage, c'est souvent typique de l'éruption rubéoliforme chez l'enfant. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on vous conseille toujours de lire l'entièreté du sujet avant de vous lancer, parce que la question 5, en fait, vous remettez sur le droit chemin. Là, c'était même pas est-ce qu'il existe un schéma vaccinal, auquel cas tu aurais pu répondre bah non, il n'en existe pas. Mais rappelez le schéma vaccinal, donc ça veut dire que le schéma vaccinal existe et qu'on te le demande. Alors ça aurait pu, mais comme je disais, ça dépend de la tournure de ma phrase. Je t'aurais mis est-ce qu'il existe un schéma vaccinal, ça aurait été vraiment très connard de ma part. Là, pour le coup, je te demandais de me le rappeler, schéma vaccinal, donc ça veut dire qu'il existait. Et oui, et en effet de ça, j'avais aussi mis que les tests étaient globalement normaux, donc pas tous normaux. Mais vous inquiétez pas, hein, si vous êtes trompé, c'est pas un drame, hein.
Très franchement, il faut mieux se tromper parce que vous avez mal lu, mal compris le sujet aujourd'hui plutôt que le jour J. Les jour J, ils sont peut-être plus gentils et vous induiront peut-être pas en erreur sur des pistes. Donc du coup, pour ceux qui avaient trouvé la rubéole, ou pour même ceux qui connaissent leur cours, quelle est la démarche diagnostique biologique à entreprendre? Alors, direct et indirect, les IgG en tuérubéole, sérologie maternelle. Alors oui, je veux bien qu'on commence par la sérologie maternelle. En effet, c'était le bon réflexe. Du coup, est-ce que quelqu'un peut me la détailler étape par étape, la démarche diagnostique? Qu'est-ce qu'on recherche en premier? Quel est le type de prélèvement? Alors, prélèvement, c'est le sang, donc oui, le sérum. Donc, en effet, on fait la recherche d'IgG spécifiquement dans le sang. Si jamais c'est positif, qu'est-ce que ça me signifie? Qu'en effet, on a bien une immunité qui est post-infectieuse ou post-vaccinale. Donc, ça veut dire que l'infection à rubéolique est antérieure au contage. Ou qu'il y a une immunité vaccinale. Par contre, mes IgG sont négatifs. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? En effet, je dose mes IgM. Et pourquoi est-ce que je dose les IgM spécifiquement? Parce qu'on les retrouve en cas de primo-infection. Mais avant de doser mes IgM, est-ce que je ne fais pas autre chose? On ne redose pas les IgG une deuxième fois. Non. Par contre, on regarde leur avidité. Et par rapport à l'élévation du titre, en fait, on peut savoir s'il y a une contamination ou pas. Donc oui, enfin, entre guillemets, on les redose. C'est ce qui est marqué dans le deux boîtes. Donc l'avidité à l'élévation du titre, ça signe la contamination, donc on s'arrête là. Il n'y aura pas besoin d'aller plus loin. Alors, il faut savoir que les IgA, je ne sais pas si on les recherche réellement, et dans les démarches diagnostiques pures et dures, je ne les ai pas trouvées. Enfin, je sais qu'on peut les doser, mais je ne les ai pas trouvées dans la démarche à suivre. Donc, c'est très bien. Mes IgM, je les ai dosés. S'ils sont positifs, qu'est-ce que ça veut dire? S'ils sont négatifs, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, plus primo-infection. Et si jamais ils sont moins, ça signe du coup l'absence d'infection. Donc, ce schéma-là, en fait, vous pouvez très bien le mettre sous forme vraiment d'arbre décisionnel. Il n'y avait pas forcément besoin de rédiger la question de A à Z. Donc, du coup, j'ai fait ma sérologie maternelle. Est-ce que je fais d'autres choses dans ma démarche diagnostique? Donc là, la sérologie, c'était pour un comptage inférieur à 15 jours. RT-PCR sur liquide amniotique, je suis tout à fait d'accord. On recherche l'infection du fœtus. Mais ça, par contre, je savais une histoire de 6 semaines. Enfin, Oui, 6 c'est semaines ça. après le diagnostic de la mère, je crois, un truc comme Ouais, ça. c'est ça. C'est 6 semaines après l'éruption de la mère et après 22 semaines d'aménorrhée. Et est-ce que je m'arrête là pour la recherche d'infection sur le fœtus? Alors, ton IgM, je suis d'accord qu'on va la rechercher sur le sang fœtal. Par contre, à quel moment est-ce qu'on la recherche? À la naissance, ouais.
Donc IgM plus on refait une RT-PCR à la naissance. Donc sur les urines ou salive ou le sang. Alors l'échographie, c'est pas de la diagnostic, enfin c'est pas de la démarche diagnostique biologique. Par contre, je suis d'accord qu'on va en faire une parce qu'il y a un risque de malformation fœtale, donc il faut quand même vérifier que tout aille bien. Est-ce que ça avait posé des problèmes à quelqu'un ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Alors après, oui, on est bien d'accord que pour la myosynthèse, on attend la 18 semaines en temps classique pour pouvoir la faire. Ici, dans le cas de la rubéole, c'est vraiment après la 22e semaine qu'on la réalise. Et 6 semaines après l'éruption de la mère. Oui, en effet, on ne fait pas de culture. C'est bien de le préciser aussi. C'est pas un virus qui est utile, de toute façon, il me semble. Ou alors les cultures sont hyper lentes à faire. Alors, les malformations fœtales, c'est avant 20 semaines. Pour en parler d'embryopathie, oui. Par contre, ça provoque quand même des fœtopathies entre la 2e et le 3e trimestre. Donc, du coup, ça nous amène à la question numéro 4. Donc oui, il y avait des conséquences fœtales. Est-ce que quelqu'un peut me détailler à peu près quand est-ce qu'est le risque le plus élevé, quand est-ce qu'il est quasi nul? Bon, du coup, avant 11 semaines d'aménorrhée, on a des malformations congénitales avec des atteintes cardiaques, oculaires et du système nerveux, je crois. Alors, tu es sûr que c'est avant la 12e semaine? Avant la... Je sais pas. Je sais pas pourquoi moi, j'avais avant la 11e semaine dans ma tête, ok. Que j'avais en fait avant 11 semaines d'aménorrhée entre 11 et 18 et plus de 18. Mais après, ça vient de mon cours de la fac, par contre, pas du bouquin. Donc, Ok. c'est peut-être faux. Donc, tout ce qui est embryopathie, c'est avant la 20e semaine d'aménorrhée, plus ou Ok. moins. Ah oui, nous, on avait séparé selon le truc, en fait. Ah oui, après, si tu veux encore plus détaillé, etc., lâche-toi le jour du concours. Hein. C'est ça, je crois que nous, c'était séparé parce qu'on avait les malformations cardiaques, surdité, etc. Donc, c'était séparé. Mais du coup, ici, dans le cas, en fait, de la patiente, on est à 24 semaines d'aménorrhée, donc techniquement, il y a peu de risque de malformation, non? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que là, il n'y a pas marqué, dans le cas de la patiente, il y a marqué juste est-ce qu'il y a des conséquences fétales à l'infection. Donc là, si jamais toi, tu as détaillé vraiment dans le détail entre la 11e et la 10e, enfin, entre la 11e et la 18e, c'est vraiment ce type de troubles, etc. C'est top. Après, en mots-clés, là, ce qu'on attendait, c'était la triade de Greg. Et après, tous les détails, qu'il y a une surdité de perception, des malformations oculaires, des troubles neurologiques, des troubles cardiaques et des troubles dentaires. Est-ce qu'il reste une conséquence fétale de l'infection à la rubéole? Alors, si tu as parlé celle de la patiente avant 20 CA, oui, vous avez les points. Alors, en dehors de l'embryopathie et de la phétopathie, est-ce qu'il y a autre chose? Alors, mortalité, oui, je suis tout à fait d'accord, ça peut aussi entraîner une mort in utero. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou pas? Est-ce que tu peux rappeler quand est-ce qu'on parle d'embryopathie et de fœtopathie? À partir de combien de semaines? On parle d'embryopathie avant la 20e semaine et on parle de fœtopathie sur tout ce qui est atteinte du 2e et 3e trimestre. Ce qu'on appelle aussi la rubéole congénitale évolutive. Ça fait des lésions multiviscérales. Et vous voyez ou pas mon partage d'écran d'ailleurs? Oui, ok.
Donc du coup, 5e question, c'était quelle est la prise en charge et rappeler le schéma vaccinal. Alors, on va commencer. Une prise en charge, déjà, qui peut me dire tout ce qu'il faut indiquer dans une réponse d'une prise en charge d'un traitement, enfin d'une infection? Alors, on doit dire si c'est une maladie à déclaration obligatoire ou non. Après, on parle du traitement curatif, s'il y en a un, du traitement symptomatique et de tout ce qui va être traitement adjuvant, s'il y en a. Plus traitement étiologique, si besoin. Après, on peut préciser si ça se fait en ambulatoire ou à l'hôpital, et si par exemple, il y a des mesures de prévention à mettre en place. Donc ici, on va commencer. C'est un virus à déclaration obligatoire. Ça, c'est genre le truc important qu'il ne faut surtout pas zapper. Et c'est vraiment à connaître par cœur. Et oui, tu peux aussi mettre de la prévention et du traitement pour l'entourage dans ta réponse. Donc, le traitement curatif. Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas d'ARV. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut rien faire quand même? IVG, je suis d'accord. Enfin, ce qu'on appelle IMG. Hein. Attention, interruption médicale de grossesse, c'est pas une IVG qui est une interruption volontaire de grossesse. Après, en effet, dans les traitements symptomatiques, je suis tout à fait d'accord, on va retrouver tout ce qui est repos et antipyrétique. Alors, est-ce que le paracétamol, on peut le donner chez une femme qui a 6 mois de grossesse? Oui. Et si maintenant, je vous ai dit, les AINS, on peut les donner après 6 mois de grossesse? Non. En effet, c'est une contre-indication absolue. Donc, du coup, est-ce que vous auriez mis autre chose au niveau de la prise en charge de la patiente? Surveillance échographique, ouais. L'hydratation, je ne sais pas si c'est réellement nécessaire ici. Vaccination postpartum. Alors, est-ce que je le mets dans la prise en charge ou est-ce que je le mettrai dans la seconde partie de la réponse? Ouais, seconde partie. Alors, vaccination, cas contact. On peut déjà voir s'ils sont vaccinés, parce que s'ils sont vaccinés, en soi, il n'y a pas besoin de refaire une vaccination. Donc, on peut enquêter sur l'entourage, en tout cas. Après, est-ce qu'on peut préciser par paracétamol les modalités de prise en charge des entreprises? Si tu as le temps, oui, tu peux le faire. Si tu n'as pas le temps, tu le fais pas. C'était des points bonus, ça. Donc, du coup, le vaccin. Allez, qui se lance? Trivalent. Alors, est-ce qu'il n'y a que du trivalent qui existe sur le marché? Il y a aussi le monovalent. Je suis d'accord. C'est bien un vaccin atténué, vivant atténué. Donc, du coup, ça vous met sur la piste de quelles sont ces contre-indications en dehors de la femme enceinte. Tout ce qui est immunodépression. Donc, personne sous corticothérapie avec des déficits immunitaires et tout le blabla. Voie d'administration. IM, je suis d'accord aussi. Et on fait bien 2 injections. Alors, qui peut me donner les dates pour la vaccination classique d'un enfant? 12 mois et 16 à 18 mois. Et là, du coup, on rajoutait, donc c'est plus ou moins ce qu'on attendait, donc vaccination obligatoire, bien sûr. Obligatoire depuis 2018. Donc là, bien sûr, on pouvait rajouter la petite phrase qu'on vaccinait, vaccination postpartum avant la sortie de la maternité pour toute femme séronégative.
Et en plus, on pouvait aussi préciser qu'il y avait possibilité de réaliser un rappel chez la femme en âge de procréer si le statut était inconnu ou si elle était séronégative. Est-ce que vous auriez rajouté d'autres choses? Moi, j'ai mis les mesures hygiéno-diététiques de la toxoplasmose, vu qu'elle a une sérologie négative. Ouais, mais alors, c'était pas forcément... Oui, oui, en effet, tu pouvais le rajouter, mais c'est pas forcément ce qui était attendu. Sachant qu'on dit qu'elle est négative à un temps T, mais bon, rien ne nous dit qu'après, elle ne devient pas positive. Éviter les cas contacts avec les enfants, oui, je suis d'accord. Et on vaccine l'entourage. Entourage, s'ils ont un statut inconnu. La période de protection pour le vaccin, tu parles, Margot? Si tu la connais, oui. Moi, personnellement, je ne la connais pas, donc je n'irai pas m'aventurer dedans. Oui, il y a bien un suivi du nourrisson aussi qu'on pouvait proposer. Mais on n'est pas trop mal, je pense, hein. Alors, pour le schéma des 2 injections, quand c'est en rattrapage tardif, donc chez l'âge adulte, je n'en sais rien. Il faut se référer au protocole de vaccination disponible sur la HAS. C'est vrai que pour le concours, il vous demande vraiment de connaître les schémas vaccinaux pour le nouveau-né, hein. Bon, est-ce que vous avez des questions sur tout le cas clinique ou l'école ou sur les futurs cols ou sur autre chose? Ça fait peur les détails. Merci, bah oui, je vais avoir de quoi m'occuper pour le reste de la semaine au niveau des corrections. Ça fait peur les détails. Bah, alors pour répondre à ta question, ça fait peur les détails. Enfin, c'est vraiment ce qui est demandé pour le jour du concours, hein, c'est d'aller en profondeur. Il faut savoir que sur la grille officielle, il y a entre 60 et 70 mots-clés attendus pour un cas clinique. Moi, j'avais une question pour la première question. Ouais. Du coup, pour tout ce qui est examen à réaliser, j'ai pas compris si à chaque fois, par exemple, est-ce que pour chaque examen à réaliser, il fallait détailler du coup le prélèvement, ce qu'on recherche exactement pour mettre en évidence et tout. Enfin, je savais pas à quel point il fallait rentrer dans les détails. Alors ici, comme on ne te demandait pas spécifiquement détaillé, tu pouvais mettre quelques détails, bah, tu verras sur la correction. Moi, par exemple, j'ai classé ça comme avait fait la personne qui a répondu la première fois, c'est-à-dire j'avais mis premier trimestre, ce 6e mois et entre 8e et le 9e mois pour pouvoir classer la recherche des infections. Et j'ai juste détaillé, par exemple, pour la rubéole, en me disant obligatoire s'il y a une absence de document écrit attestant d'une immunité acquise ou qu'il n'y a pas de preuve de 2 vaccinations. Et en fait, on fait une surveillance si elle est négative jusqu'à la 20e semaine. Après, je ne suis pas allée plus loin dans les détails. Ça a été pareil pour la syphilis. J'ai dit que c'était obligatoire et qu'on refaisait une vérification au 3e trimestre si les femmes étaient à risque. Pour la toxo, pareil, résultat négatif, tu fais une sérologie mensuelle et un contrôle après l'accouchement. Et pour le VIH, j'avais juste mis que c'était systématiquement proposé. D'accord, ok, merci. Après, si tu avais le temps, il ne fallait pas hésiter à aller dans les détails, hein. Comme toujours, le jour du concours, si vous avez du temps, n'hésitez pas
charger plus les détails si jamais vous êtes à l'aise sur un sujet. Du coup, pour rédiger le jour du concours, est-ce qu'on peut laisser plus ou moins du blanc, aérer les réponses pour après compléter si on a le temps? Oui, oui, totalement. Et d'ailleurs, on vous le conseille vivement. Vous laissez des blancs là où vous savez que vous pouvez encore aller plus loin dans la réponse. Vous laissez un blanc et vous passez à la question suivante. Ok, on complète après si on a le temps. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, c'était ma technique de répondre à la question sans aller trop dans le détail. Et une fois que j'avais fini le cas, si je voyais qu'il me restait vraiment beaucoup de temps, bah, je revenais et là, je chargeais au niveau des détails. Ok, merci. Alors, l'école sont... Alors, pour le moment, on a prévu jusqu'à fin août, sachant qu'il y aura le concours blanc la semaine du 16. Donc, il n'y aura pas de colle à ce moment-là. Et on va essayer peut-être d'en faire au mois de septembre. Mais ça encore, c'est en discussion avec le reste de l'équipe. Alors, au niveau des détails, il faut savoir que ça vient au fur et à mesure. Là, en plus, si certains sont encore qu'au premier tour de révision, ça veut dire que vous connaissez votre sujet, mais vous ne le connaissez pas dans le détail. Donc, c'est normal de pas avoir mis peut-être autant de détails que ce qui était demandé. Et surtout, ça viendra au fur et à mesure. Et du coup, alors les points bonus, il faut savoir que le jour du concours, en fait, il y a une grille officielle de correction. Donc, c'est la grille qu'a fait le correcteur qui a donné le cas. Et dedans, il y a entre 60 et 70 mots-clés. Et c'est sur ça que note le correcteur qui corrige. C'est-à-dire qu'il voit le mot-clé, hop, 1 point. Il voit un autre mot-clé, hop, 1 point. Et en plus de ça, en fait, il y a des points bonus. C'est-à-dire que des points de détail, par exemple, qui ne sont pas dans la correction, mais qui ne sont pas fausses et qui rajoutent quelque chose de pertinent à la réponse. Donc malheureusement, ces points bonus, je ne sais pas trop comment ils sont attribués. Je ne sais pas s'ils ont une autre grille à côté de points bonus à donner ou si c'est vraiment l'appréciation du correcteur. Mais est-ce qu'il peut y avoir des points négatifs? Parce que par exemple, je crois que Salissa tout à l'heure, elle a parlé de l'échographie dans la première question, alors qu'on parlait d'examen biologique. Je me demande s'il n'y a pas de points négatifs parce que c'est pas un examen biologique. Donc sur mes échographies, ça fait comme si on ne savait pas que c'était pas un examen bio, quoi. Il n'y a pas de points négatifs, parce que dans tous les cas, tu es pénalisé parce que tu as perdu du temps en étant hors sujet. Ok, d'accord, merci. Les points négatifs, il y aurait la légende que, parce que ça n'a jamais été confirmé par un prof, qu'il y aurait des points négatifs si jamais vous tuez le patient. Enfin, si jamais vous dites une énorme connerie et que ça amène à la mort du patient. Mais bon, ça n'a jamais été vérifié et je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Alors pour le diagnostic différentiel, ce qu'il fallait préciser pourquoi, ça pouvait pas être la listériose ou la toxo. Alors souvent dans le diagnostic différentiel, tu dis pourquoi ça te fait penser, enfin pourquoi ça aurait pu être plutôt que pourquoi ça n'aurait pas pu être. En soi, pourquoi pas le tourner comme ça aussi, c'est une possibilité. Dans tous les cas, dire que tout exanthème chez la femme enceinte est une rébellion jusqu'à preuve du contraire, ça c'était vraiment un argument clinique qu'il fallait le mettre. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Alors pour la prochaine colle, c'est exercice et 20 QCM. Donc du coup, révisez bien les exos. Promis, c'est un... J'ai pas tapé mes chômes pour l'exercice que je vous ai trouvé. Et je vous mets la correction détaillée dans la semaine parce que du coup, j'ai un premier barème que je vais repondérer avec vos copies. Parce qu'il y a sûrement des détails en plus qui peuvent rapporter des points. Donc comme ça fera vraiment un truc hyper complet. Est-ce que tu vas mettre ce que tu es en train de projeter à l'écran sur le drive? Non. Parce que de toute façon, je fais la correction détaillée, il y aura tout dedans. Il y aura tout, d'accord. Okay. Donc, t'inquiète pas. Et oui, c'est un travail colossal parce que je crois qu'il y a une 60aine de copies qui m'attendent du coup. Les QCM de la semaine prochaine seront sur tout le programme. Non. Du coup, pour vous donner un indice, parce que apparemment la pharmacologie vous pose un souci, ça sera sur toute la pharmacologie du programme. 20 QCM. Vous allez bien vous amuser, vous en faites pas. Enfin, franchement, la pharmacologie en QCM, c'est vraiment... Il faut vraiment être au taquet parce que ça tombe trop.
20 petits QCM et je les ai déjà sélectionnés. J'ai pas choisi des QCM trop difficiles normalement. Bah, du coup, bon courage à vous, bonne révision et surtout n'oubliez pas que mardi à 18h, on fait une conférence pour la FAQ pour s'organiser l'été, à la rentrée, avec l'externat en plus pour certains qui commenceront, mais aussi pour poser toutes vos questions sur comment ça se passera IFARMA au niveau des conférences cet été. Donc surtout, n'hésitez pas à venir et à préparer vos questions en avance et tout, ce sera hyper intéressant pour tout le monde. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Et surtout, s'il y a des personnes qui, lors du sortie du classement, ne comprennent pas leurs notes ou voudraient des explications sur leur copie de façon un peu plus personnelle. Du coup, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord, on pourra se caler en vocal et en discuter tout tranquillement. Bonne soirée!